Élections locales, nous en parlions la semaine dernière, nous en parlons encore ce soir. Aujourd'hui à 17h, c'était la fin du dépôt des dossiers de candidature. Suivant Davis Oyo dans cette analyse. La date limite du dépôt des candidatures aux élections locales prorogée. Fixée le mercredi 19 juillet dernier, la CEI recevra les dossiers jusqu'au dimanche 23 juillet inclus, soit 4 jours de plus. Selon le porte-parole de l'institution, Émile Brottier, la décision a été prise à la demande des partis et groupements politiques lors des rencontres sur l'opération de révision de la liste électorale. Demande encore réitérée par plusieurs correspondances en date du lundi 17 juillet dernier. S'appuyant sur les différentes requêtes, le président de la CEI a convoqué en urgence une commission centrale extraordinaire, d'où la décision actuelle. Selon les observateurs, d'autres raisons auraient suscité la demande de prorogation émise par des partis ou groupements politiques. Dossier incomplet, notamment dû au manque d'attestation de régularité fiscale. Les dépôts des dossiers de candidature aux élections des conseils régionaux et municipaux du scrutin du 2 septembre prochain a pris fin ce dimanche 23 juillet à 17h. Alors, comme le disait, merci Davis Soyo, les dossiers ont été déposés aujourd'hui à 17h, c'est la clôture de cette date. Alors, messieurs, quels sont les enjeux réels de cette prorogation? Blesson. Oui, ils ont dit que les partis n'étaient pas prêts, mais effectivement, je pense que c'est la raison principale. Parce que c'est tout un processus quand même que les partis ont eu à gérer. Le régional et les municipaux, c'est une équipe. Et composer cette équipe a toujours été des difficultés pour les différentes formations politiques. Ensuite, il y a eu les médiations pour ne pas qu'il y ait des candidats indépendants. Il y a eu des médiations avec d'autres partis pour faire liste commune. Et chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, tant que vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas dresser votre liste. Donc, ce qui a fait que, à mon avis, les gens ont dû demander quand même qu'on proroge la date. Oui. Voilà. Docteur, quel est votre avis? Les enjeux? Oui, les enjeux, c'est évidemment des élections couplées. Oui. Donc, ça crée beaucoup de difficultés. Je crois que principalement, c'est la constitution des dossiers qui pose problème. Moi, je suis quand même étonné que les partis politiques dûment constitués de mon pays, qui ont eu l'habitude des joutes électorales, se laissent toujours surprendre par une élection quelconque. Je me dis que ce n'est pas aujourd'hui que la date du 2 septembre a été fixée comme jour des élections. J'ai regardé dans les archives, c'est le 19 avril dernier qu'au sortir du Conseil des ministres, il a été dit que le 2 septembre serait la date des élections couplées en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, comment se fait-il que 3 mois après, les partis politiques, même s'il y a des alliances et des discussions, n'aient pas pu être prêts, surtout ceux et celles qui savent qui s'en vont au régional, au municipal. Ce n'est pas la première fois qu'on l'organise en Côte d'Ivoire. Donc, en un mot comme en mille, je me dis qu'il y a une sorte de désorganisation à leur propre sein, qui fait qu'ils ne sont pas capables de respecter les textes qu'ils se sont choisis eux-mêmes. Et la CEI est là pour faire respecter ça. Parce qu'après, il y a tout un travail que la CEI devrait faire pour sortir les listes pour les élections. L'enseignant Bakayoko, que pensez-vous justement de cette prorogation, les raisons profondes, selon vous? Moi, je pense que cette prorogation a été décidée pour donner du temps, on va dire, aux protagonistes ou aux candidats virtuels de réunir les dossiers. Parce qu'il faut dire que sur certains aspects, les candidats ont donné l'impression d'avoir été surpris, notamment les 30% que la CEI a exigé au niveau des femmes sur chacune des listes. Donc, cette exigence-là est apparue un peu impromptue par rapport à certains partis politiques. Est-ce que cette date, elle est nouvelle? La date, est-ce que cette disposition de la CEI, est-ce qu'elle est nouvelle? Cette disposition, elle n'est pas nouvelle, mais elle n'avait pas été clairement appliquée aux précédentes élections, notamment les élections de 2018. Donc, c'était une première. Et les candidats avaient pensé qu'il aurait pu avoir une sorte de tolérance administrative. Ça n'a pas été le cas, le CEI ayant tapé du poing sur la table. Oui. Et puis, il faut dire qu'il y avait beaucoup de papiers, beaucoup de papyrasses à faire, les légalisations, la régularité fiscale qui n'était pas donnée. Et puis, enfin, il faut dire que ce n'est pas mécanique. Les candidatures ne sont pas mécaniques, puisqu'il y a eu des discussions parfois âpres au sein des partis politiques pour pouvoir dégager des candidatures. Et ça n'a pas été facile, ça ne pouvait pas se régler du jour au lendemain. Ça a été décidé, tendu jusqu'à la dernière minute. Et ça, on peut comprendre que la CEI a décidé de proroger, parce que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des candidats. Alors,
Félix, quel est votre avis après avoir entendu vos collègues, confrères? Quel est votre regard justement sur cette prorogation? J'embouche exactement la même trompette que le docteur Bamba pour dire que cette prorogation en réalité n'avait pas sa raison d'être. Bakayoko parle tantôt de partis politiques qui sont surpris par rapport à la disposition de la loi qui parle de 30%. Très tôt, le président de la CEI a depuis longtemps ne fait qu'évoquer cette question qu'il allait faire respecter scrupuleusement. Et une formation politique ne peut pas être surprise par des échéances électorales parce que ces échéances sont déjà fixées dans le code électoral qui date depuis 2020. Le code électoral a déjà prévu tous les papiers qu'il faut pour aller aux élections. Tous les papiers sont dedans. Alors une formation politique, c'est celle-là qui connaît les textes et qui applique les textes. Et je suis surpris qu'à quelques jours de la fin du dépôt des élections, des candidatures, des partis politiques ne se disent pas prêtes. Alors ça aussi, si la CEI a 7, c'est le fait d'une CEI qui est également politique parce qu'elle est composée uniquement de différentes formations politiques. Si on avait une structure... Ce sont les discussions qui ont eu lieu. Oui, les discussions ont pu avoir lieu entre formations politiques qui tous ont été unanimes qu'il faut reporter. Si on avait une structure électorale qui n'était pas politique, qui n'était pas composée des différents démembrements politiques et qu'il y avait d'autres membres, peut-être cette structure n'aurait pas accédé à cette prorogation. Dans tous les cas de figure, oui. Ça ne compromet pas le processus électoral, d'autant plus que la CEI sait qu'elle a encore une marge de manœuvre. La publication des listes électorales, c'est jusqu'au 28 juillet. Donc, elle a pu certainement concéder 4 jours, mais toujours est-il que c'est vraiment incongru que des formations politiques aillent demander une prorogation alors qu'elles sont censées connaître le processus et s'être préparées au préalable. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a ce report. Ce n'est pas la première fois. C'est étonnant. Je voulais quand même défendre un peu les formations politiques. Allez-y. Pour expliquer techniquement... Expliquez, donnez-moi. C'est vraiment des difficultés. Quand vous avez à l'intérieur d'un parti politique 2 possibilités de candidats, qu'il y a une même menace de candidature indépendante, quand vous discutez pour que les 2 personnes s'entendent. Mais automatiquement, dès qu'elles s'entendent, il faut revoir complètement le statut de l'équipe municipale, enfin de l'équipe à présenter pour les élections. D'autant plus que chaque candidat avait, supposons dans un endroit où il y a 50 conseillers, chaque candidat avait déjà ses 50 conseillers. Quand vous vous entendez, il faut mettre ces 50 ensemble, ça fait 100 personnes, parmi lesquelles il faut choisir 50 autres, ou alors peut-être on donne 20% à tel ou tel candidat. À partir de ce moment, c'est compliqué, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut discuter, rediscuter, puisque chaque candidat choisit les gens par rapport au village, aux sous-préfectures ou au quartier. Non, mais est-ce que ce n'est pas une cuisine interne à chaque parti? C'est pour ça que ce sont les partis politiques... Non, ce que je veux signifier, ce n'est pas parce que c'est des gens qui ne sont pas préparés, ils ne sont pas organisés, mais c'est les réalités du terrain. Ce sont les réalités du terrain qui font qu'ils sont obligés de chercher, de s'offrir le maximum de chances. Imaginez lorsque ces discussions ont lieu entre 2 formations politiques, ça devient encore plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'était des listes uniques, c'est-à-dire, par exemple, à la députation, c'est 2 personnes, un candidat, un suppléant, c'est beaucoup plus facile. Mais les municipales, les régionales, c'est en moyenne 50 personnes, une liste de 50 personnes à présenter. D'accord. Alors, je vous ai entendu. Alors, justement, est-ce que vous pensez que ces 2, 3, 4 jours ont permis à certains candidats indépendants peut-être de se désister? Est-ce que les négociations ont pu aboutir à un résultat pour chaque parti politique, docteur? Non, ça c'est lorsque la liste officielle sortira que nous le saurons. D'accord. Voilà, pour le moment c'est comme ça. Mais maintenant je voudrais dire à Bledson que c'est vrai, le plaidoyer il est bon, mais que les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas aussi jeunes que cela. Ce sont des vieux partis politiques du point de vue de leur existence. Et ce sont des partis politiques avec des acteurs que nous connaissons depuis plus de 30 ans, habitués quand même aux joutes électorales et étant passés partout. Les régionales et les municipales ne sont pas nouvelles en Côte d'Ivoire. Je me dis qu'en leur sein, c'est vrai, il y a les histoires des indépendants, mais qu'ils soient démocrates, les partis politiques. S'ils sont incapables de dompter certains de leurs militants, qu'ils les laissent aller en indépendant pour voir la réalité du terrain. Il se semble qu'en leur sein, il n'y a pas de démocratie. Que fait-on justement de la discipline du parti? Parce que là, c'est une question de discipline de parti ou d'engagement. Si un parti, je vous repose la question, après on va passer à un autre sujet, si au sein du parti, il y a une discipline de parti et ils se sont engagés à ne pas aller en indépendant et que cela se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Mais un parti politique, la discipline, lorsqu'elle n'est pas respectée, je suis enseignant, quand un étudiant ne respecte pas la discipline de l'académie, il est sanctionné. Pourquoi diantre pour les partis politiques, il n'y a pas de sanction? Alors, oui, l'enseignant, vous vouliez dire Moi, je pense que ce n'est pas aussi facile que ça.
Parce qu'en réalité, ce que vous dites, c'est-à-dire, si les délais sont arrivés, que la CEI organise les élections, advienne que pourra. Mais moi, j'ai entendu des membres de la CEI qui, jusqu'à la veille, il n'y avait pas de frémissement devant les box où on partait déposer les candidatures. Alors, qu'est-ce que ça vaut une élection où il n'y a pas de candidats? Donc, je pense que la CEI a fait œuvre utile en prorogeant. Et puis, par ailleurs, habituellement, c'est parfois 2 semaines, 3 semaines de délai qu'on donne aux candidats. Cette fois, le délai était relativement réduit. Donc, on peut concéder que les 4 jours ont permis quand même d'ajuster, de faire quelques ajustements au niveau des partis, parce qu'il ne sert à rien de vouloir à tout prix organiser des élections alors qu'il n'y a pas de candidats. Et ça, je le répète, il faut le concéder. Alors, moi, je vais vous poser une question à tous les 4. Hein. Est-ce que la question donc on parlait des documents fiscaux et également de la parité, est-ce que ces 2 éléments ont joué réellement dans cette prorogation? Bledson. Bon, pour ce que je sais, je ne pense pas. J'ai essayé de discuter avec certaines personnes. C'est vrai qu'il y a eu c'était un véritable marathon pour vous réunir les documents. Il y a l'essai de naissance, le certificat de nationalité, il y a l'attestation de non-renonciation et puis il y a naturellement ce fameux papier de régularité fiscale. D'abord, seront éliminés complètement des complications les employés, les salariés, les fonctionnaires. Il suffit seulement de présenter le dernier bulletin de salaire. Oui. Je crois qu'ils ont demandé celui de décembre 2022. Donc, pour eux, c'est réglé. C'est probablement les hommes d'affaires. Mais les impôts, c'est rapide. Soit on fait le point, tu payes et puis bon, c'est fini. C'est-à-dire que c'est des numéros contribuables que chaque candidat a. Et on rentre là-dedans, on regarde ce que tu dois, et tu payes. Ça aurait dû être aisé. Hein? Ça aurait dû être aisé pour vous? Oui. Ah oui, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Tu vas aux impôts, tu dis, bon, voilà, je vais être candidat, je veux vraiment... On sort ta fiche d'impôt, bon, tu dois 1 million, tu dois 200 000, tu payes, et tu as ton papier. Donc ça n'a pas posé de véritable problème. Je crois vraiment, c'est parce que les discussions étaient âpres, les partis politiques ne voulaient pas d'indépendants. Certains partis politiques, tout à l'heure tu as posé la question, est-ce que ça a aidé? C'est pendant cette période-là que le PPACI et le PDCI ont trouvé quelques accords, enfin des accords sur quelques circonscriptions. Oui. Donc ça a quand même servi. Donc, Félix, est-ce qu'on peut s'attendre, au regard de ce que dit Bledson, à des surprises lors de la publication de la liste électorale on va dire, elle n'est pas définitive, elle est provisoire? Moi, je veux dire que avant d'en arriver là, pour arriver à temps, il faut partir à point. Et je ne crois pas qu'une formation politique ait été surprise par la date des élections. Tout le monde savait que les élections allaient avoir lieu. Le gouvernement allait programmer les élections durant une certaine période. Et les formations politiques, depuis janvier, ont commencé déjà à se préparer par rapport à ces élections. Il ne faudrait pas on tombe dans le laxisme des dates parce que les formations politiques, ce sont des professionnels de la vie politique. Les élections, c'est leur matière. Et les formations politiques sont censées être préparées par rapport à ces élections. Il n'y a pas eu de souci de délivrance des documents cette année par rapport aux élections. Et le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les gens puissent avoir leurs documents à temps. Je n'ai vu aucune formation politique qui s'est plainte, qui a fait une conférence de presse, qui a annoncé qu'on avait des difficultés pour avoir l'attestation de régularité fiscale, on avait tel souci. Il n'y avait eu aucun souci. Alors, vous l'avez dit tantôt, la cuisine interne aux formations politiques ne doit pas déteindre sur des questions de délai. Et les délais, ça s'impose à tout le monde. Il n'y a pas que des partis politiques ou des candidats des partis politiques qui vont à ces élections. Il y a plein de candidats qui ne sont pas forcément indépendants, qui viennent à ces élections. Alors, il ne faut pas faire de 2 poids 2 mesures parce que des partis politiques ne sont pas... Vous n'êtes pas prêts, vous n'aurez pas de candidat. Je suis sûr que si la CEI... Je vais terminer sur la question. Oui, je suis persuadé que si la CEI maintenait cette date, ce soir-là, les gens allaient déposer des candidatures. On n'a que 201 communes en Côte d'Ivoire et 31 régions. On aurait eu plus de 201 candidatures et plus de 31 candidatures pour les régions. Là. Merci Philippe. Oui. La CEI a tranché. Il faut préciser que c'est vrai, c'est 201 communes, mais c'est près de 10 000 postulants. Donc ce n'est pas facile. Il y a eu des agglutinations devant les guichets, par exemple au niveau du Trésor. Au niveau des impôts, il y a eu quand même des masses d'hommes qui sont... On n'a pas constaté ça cette année. Hein. Les dispositions ont été prises. Nous avons eu même on n'a pas constaté ça. Certainement, on a cru que nous, on pouvait décanter quelques situations. On leur a dit non, mais pour dire qu'il y avait... Vous avez été appelé?
Oui, quelquefois, pour voir est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir. L'AETI qui est très prompte à nous relayer ces informations, ne nous a pas montré d'agglutination à aucun district. Non, je parle à titre personnel. On l'écoute. Voilà. Je parle à titre personnel. Je parle à titre personnel. Je ne dis pas que c'est l'AETI qui a été saisie. C'est Nassene Bakayoko. Allez-y rapidement. J'ai dit, en tant que journaliste économique, certains ont pensé qu'on pouvait avoir quelques liens avec les administrations concernées et qu'on pouvait intervenir pour qu'ils puissent avoir rapidement leurs documents fiscaux. Donc, il y avait quand même du monde. Je dis, il y avait près de 10 000 personnes qui étaient là. Donc, à mon avis, la prorogation n'a pas été une mauvaise chose. Il ne faut pas avoir ces rigidités institutionnelles qui, finalement, vont accoucher de peu de choses. Je pense que les élections sont faites pour les hommes et ce sont des hommes qui sont appelés à être des candidats. Apprenons aux hommes à être disciplinés. Très bien, messieurs. Apprenons aux hommes à être disciplinés et à respecter les textes. Il y a un autre partenaire des élections dans cette affaire quand même qu'on ne voit pas beaucoup, c'est l'État lui-même. Parce que tous les documents qu'on vient de citer ici, c'est des documents qui s'achètent en gros. Oui. C'est-à-dire l'extrait de naissance, il faut un timbre, le certificat de nationalité, il faut un timbre, le casier judiciaire, il faut un timbre, et 10 000 francs. Et donc l'État ne peut pas... Ça arrange aussi l'État qu'il y ait beaucoup de candidats en fait. Donc si on veut jouer les dus, il devrait peut-être une dizaine de candidats. Bon, la CEI organise... Ça, c'est votre avis. Écoutez, messieurs, avant de passer au second sujet, je vais vous demander, mais en une réponse, est-ce que vous sentez un frémissement autour de ces élections? C'est très rapide comme réponse, docteur. Oui, un vrai frémissement. À preuve, avant que nous arrivions à la prorogation, les trois partis qui mobilisent le plus, le RHDP, le PPAC et le PCI, avaient déjà les listes de tous leurs candidats dans toutes les régions et dans toutes les communes qu'ils avaient choisies. Nassene, vous sentez un frémissement? Oui, je sens véritablement un frémissement parce que, en fait, c'est l'élection la plus ouverte et la plus disputée. En tout cas, depuis la crise de 2010, c'est vrai qu'aux élections législatives, oui, il y avait quelques velléités. Le président Laurent Gbagbo était encore en exil et donc il y avait quelques réticences. La preuve, le PPACI n'existait pas et donc les gens sont partis en EDS. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la compétition entre les trois grandes formations politiques. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie des indépendants, puisque au sein des partis même, on a vu quelques communes où il y a des velléités qui sont déjà manifestes, qui ont déjà déposé les candidatures, pour dire que le message n'a pas nécessairement porté et qu'il y aura forcément des candidatures solitaires. Frémissement, Félix Boni? Ça va de soi, parce que c'est l'élection, c'est le test avant le grand match. J'ai besoin d'avoir votre regard. De 2025, donc c'est normal. Bakayoko vient le dire tantôt, c'est l'élection la plus ouverte que la Côte d'Ivoire puisse connaître depuis ces dernières années. Et comme c'est effectivement ce grand test avant 2025, tout le monde s'y met à fond. Donc il ne peut qu'avoir des frémissements. Edson? À certains endroits, oui, mais il faut aussi dire que dans beaucoup de circonscriptions, c'est vraiment... on connaît pratiquement ceux qui vont gagner, mais par contre... vous avez une boule de cristal? Non, parce que quand même, quand tu regardes Bastion. tu regardes un peu les partis, leur position dans le... C'est un bastion, en tout cas. Quand c'est un bastion que ce parti a toujours remporté les élections, on se dit que ça va aller. Maintenant, quand tu as des communes comme Cocody, Plateau et autres, là, ça devient un peu chaud. Et ce serait vraiment intéressant de voir ces rencontres tripartites au soir du 2 septembre. On en reparlera et nous partons donc dans la sous-région. Qu'est-ce qui fait courir la CEDEAO? Messieurs, le président Talon entre en scène. Qu'en est-il des médiations antérieures? Nous suivons ensemble. Patrice Talon, nouveau médiateur au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Le président béninois aura pour mission d'instaurer un nouveau climat de confiance entre la CEDEAO et la régie militaire du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Cette mission du chef de l'État béninois a été décidée ce mardi 18 juillet au cours d'un mini-sommet à Abuja, au Nigeria, en présence du nouveau président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, Umaru Sissoko Embalo de Guinée-Bissau et Mohamed Bazoum du Niger. Aucune indication sur la date de la première destination de la mission du chef de l'État béninois n'a été dévoilée. Ouagadougou, Bamako et Conakry ont connu un bouleversement de l'ordre constitutionnel à la suite des coups d'État. Cette situation leur a valu des sanctions au plan international et sous-régional. La mission de Patrice Talon sera donc de décrisper les relations entre l'institution et les trois capitales. Il s'agira surtout d'amener Assimi Goïta, Mamadi Doumbia et Ibrahim Traoré à respecter le chronogramme de sortie de crise. Messieurs, Patrice Talon entre en scène. Alors, quel est l'intérêt de cette médiation, sachant que les présidents Boni Yayi, Goodluck Jonathan et Mohamed Issoufou sont également les médiateurs pour ces trois pays? Docteur.
peut-être un essoufflement de la première délégation. Sinon, je ne vois pas en quoi Patrice Talon et ses pairs pourront changer la donne. Voilà. Ce que je constate, c'est qu'il y a une première délégation qui est déjà passée voir les putschistes. Ça a accouché peut-être d'une souris. Après, les soldats sont encore au pouvoir dans ces 3 pays-là. Voilà. Maintenant, le fait qu'on ait un nouveau président au Nigeria, peut-être on veut rebooster les choses, passer par d'autres liens et d'autres manières, d'autres procédures pour arriver à les convaincre à écourter les transitions, pour que rapidement l'ordre démocratique et constitutionnel puisse prendre le pas. Lansana Bakayoko, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que le Mali 2024, Guinée 2025 et le Burkina Faso, c'est également 2024, sauf erreur de ma part? Oui, on peut clairement dire que les présidents de médiation qui étaient conduits par Jonathan Goodluck ont clairement échoué. N'ayons pas peur des mots. Mais je pense que l'arrivée de Bola Tinubu va donner un nouveau souffle à la diplomatie internationale au regard du poids politique et même, j'allais répéter, du poids diplomatique de Goodluck Jonathan en raison de la puissance de son pays. On peut imaginer qu'avec sa présence peut entraîner quelques inflexions au niveau des 3 juntes militaires. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est que toutes ces médiations, je ne pense pas qu'elles arriveront à faire plier les 3 juntes qui ont clairement décidé de se maintenir au pouvoir en dehors des règles constitutionnelles. Ça, c'est évident. Donc, c'est vrai que Patrice Talon a une certaine légitimité, il a été élu, et puis il est quelqu'un de relativement modéré, parce qu'on sait bien qu'il avait déjà mené une diplomatie discrète lors de la crise du Togo dans les années 2017, qui avait abouti à créer une certaine accalmie à Lomé. Donc, je pense que Patrice Talon vient pour renouer le dialogue, oui. On va dire, n'avait pas été rompu, mais qui était un peu devenu taciturne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Patrice Talon va venir relancer le dialogue, mais je ne parie pas un rond en ce que cette médiation va aboutir à la capitulation, on va dire, des 3 juntes militaires au pouvoir à Ouagadougou, à Conakry et à Bamako. Est-ce que c'est la capitulation qui a été demandée à Patrice Talon? Je ne pense pas. Capitulation, c'est un mot qui est trop fort et je trouve même que c'est péremptoire de dire que les 3 juntes militaires ont décidé de se maintenir au pouvoir, d'autant plus qu'on ne l'a entendu nulle part clairement dit ainsi. Peut-être qu'il peut y avoir peut-être des indices pour un ou l'autre un pays, mais ça n'a pas été dit aussi clairement. Cela est dit, je crois que la CEDEAO en est arrivée à la conclusion que ces 3 pays ont le même problème et qu'il faut finalement centraliser la médiation pour résoudre le problème de façon, je l'ai dit, unique, c'est-à-dire en trouvant un schéma unique pour résoudre ce problème. Souvenons-nous qu'il y a quelques mois, le Mali, le Burkina et la Guinée étaient déjà dans une sorte de coalition dans la, j'allais dire, dans... Sur le plan économique. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient stressés par la CEDEAO, ils ont décidé de se mettre en coalition, de former une sorte d'alliance entre ces 3 États. Aujourd'hui, en créant une médiation unique pour s'adresser aux 3 États, parce que s'adresser au Mali, au Burkina ou en Guinée, c'est pratiquement poser la même préoccupation. Alors, il faut aussi voir la personnalité du président béninois, Patrice Talon, qui aujourd'hui quand même fait partie de ceux qui sont dans une posture un peu modérée. C'est l'un des chefs d'État également aussi qui donne déjà l'impression qu'il ne va pas se représenter, il n'est pas dans le 3e mandat. Du coup, Bola Tinubu certainement s'est appuyé sur son voisin immédiat pour mener une médiation unique pour les 3 États qui ont le même problème et dont la solution doit être unique. Je crois que c'est une option qu'il a choisie et qui met fin à la médiation de Boni Yahi. Ça n'a pas été dit pour l'instant. Ces médiations, elles demeurent. Les médiations, ça ne met pas fin. Ça n'a pas dit que ça met fin, oui. Mais quelque part, ça met en berne la médiation de Boni Yahi en Guinée, de Goodluck au Mali et de Mamadou Issoufou qui également intervient au Burkina Faso. Mais je crois que c'est une avancée aussi, que ce n'est pas le fait de Bola Tinubu. C'est vrai, c'est le président de la CEDEAO, mais je suis persuadé qu'il s'est concerté avec les autres pour proposer cette formule qui finalement va être essayée. Et il faut préciser qu'il est question de mettre en confiance ces 3 États pour les accompagner à arriver à passer le pouvoir à des institutions civiles à partir de 2024. Bledson Mathieu, quel est votre avis après justement cette désignation de Patrice Talon lors d'une réunion restreinte à Abuja? Oui, justement, la réunion était restreinte et quels sont ceux qui étaient présents à cette réunion? Il s'agit principalement du président sortant de la CEDEAO.
qui est allé voir son successeur et ils ont échangé. Et finalement, ils ont mis en place un médiateur spécial de ce genre, à la personne du président Talon. Justement parce que ces trois pays, notamment le Mali, exaspèrent. Les anciens présidents qui ont mené la médiation semblent être vraiment fatigués. Et l'ancien président de la CEDEAO allait probablement dire au nouveau, attention, il y a un problème compliqué dans cette affaire-là. Moi-même, on m'a insulté. Si tu veux, on va t'insulter. Bon, c'est compliqué. Alors que quand on insulte le président de la CEDEAO, en tout cas S-qualité, c'est l'ensemble de l'institution. Donc c'est un peu pour ça, à mon avis, c'est un avis, qu'on mette Talon, qui a de très bons rapports avec le Nigeria en ce moment, on met Talon en avant. Parce que bon, peut-être la Guinée moins, peut-être le Burkina moins, mais on se souvient qu'avec Assimi Goïta, ça n'a pas été facile. Tous ceux qui ont voulu s'intéresser au Mali, on a eu pour leur compte l'ONU, la France, la CEDEAO, l'Union africaine, le G5 Sahel, mais tout le monde. N'oubliez pas qu'il a insulté presque tous les présidents de la sous-région. Donc aujourd'hui, il semble que le monsieur a un peu changé. D'abord parce qu'en interne, ça commence à chauffer sur lui, les gens parlent un peu plus, y compris le Premier ministre Sugar Maïga qui a fait une dernière intervention pour dire que ça ne se mange pas le patriotisme, que finalement... Vous pensez qu'Assimi Goïta est en difficulté? Oui, parce que des voix de plus en plus s'élèvent pour constater que finalement, bon, il y a eu beaucoup plus de propagande que de combat sur le plan militaire. C'est le même espace que les groupes terroristes occupent depuis longtemps, donc ça n'a pas changé. 1 mètre carré du Mali n'a pas été libéré. Ils ont vanté les mérites de l'armée, mais c'est beaucoup plus l'acquisition d'avions. Alors que, bon, dans le cas d'espèce d'une guerre asymétrique, les avions ne peuvent pas faire grand-chose. C'est pour ça que les forces Barkhane et autres, à un moment donné, étaient limitées, parce que ça ne se combat pas en l'air. Sur le plan économique, c'est difficile, mais ça, c'est pour l'ensemble des autres pays, avec l'inflation généralisée. Ils ont un déficit énergétique énorme, ils doivent partout. Et aujourd'hui, même pour payer les fonctionnaires, ils sont obligés de lancer des appels à fonds dans l'espace UEMOA. Donc, c'est probable que Assimi Goïta soit moins virulent. C'est beaucoup plus probable. Je voudrais entendre justement donc, le docteur Bamba, je veux vous entendre sur cette question. Mais est-ce que, au regard de ce dont on parle, est-ce que le président de la CEDEAO, il passe en réalité de la parole à l'acte, puisqu'il a dit qu'il n'accepterait plus un certain nombre de comportements? Est-ce que c'est la nomination justement du président Talon qui est la réponse à ce qu'il a dit lors du dernier sommet? Ben, ce n'est pas étonnant. Je me dis en fait, les discours qui sont prononcés ne peuvent pas plaire à ceux qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas venus au pouvoir normalement. Donc les discours ne peuvent pas leur plaire. Et si Talon entre en ligne de compte, comme l'a dit Bledson, sincèrement, c'est parce que les autres ont été insultés. Ils ont été vilipendés. Donc jusqu'à présent, Talon ne l'est pas, et puis je crois que le président aussi de la Sierra Leone ne l'est pas. Sinon, sur l'ensemble des présidents de la CEDEAO, tout le monde a eu pour son compte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le discours de la CEDEAO a été toujours le même. Les thèses de la CEDEAO depuis 1975 n'ont pas changé pour tout ce qui serait coup d'État dans la sous-région. Oui. Tout le monde le sait. Mais le bras de fer que tient le Mali, le Burkina, encore moins avec, comment on appelle, la Guinée. Et la Guinée. Voilà, c'est dans l'ordre normal des choses. Aucun gente ne peut accepter ce discours-là qui vient leur arracher, je mets ça entre guillemets, le pouvoir qu'ils viennent d'acquérir. Donc il est normal qu'on les menace, et aussi, eux, à leur tour aussi, ont des discours qui sont menaçants. Donc je crois que dans les échanges, il est fort à parier qu'il y aura forcément des tiraillements, parce que les gens voudraient avoir du temps pour rester au pouvoir d'une façon ou d'une autre, parce que si tel n'était pas le cas, dès la première année, en 12 mois, le problème a été résolu. J'en veux pour preuve le cas de la Côte d'Ivoire. Un coup d'État a eu lieu dans ce pays en 1999, en décembre, et en octobre 2000, il y a eu des élections, c'est-à-dire 10 mois après. Cela signifie que si une gente vient au pouvoir et qu'elle a vraiment envie de partir, elle peut très vite organiser des élections pour pouvoir permettre aux civils d'arriver au pouvoir. Comment on fait dans des pays qui n'ont pas la même mise en réalité sur l'intégrité ou la totalité du territoire Lansini Bakayoko, comme c'est le cas de
du Mali et du Burkina Faso? Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la Guinée qui n'est pas confrontée au problème de terrorisme. Félix a dit que les trois pays ont le même problème. Mais je reste très réservé sur cette assertion. Parce que c'est vrai, je peux comprendre que des djihadistes ou des irrédentistes ont pris une partie du Mali et du Burkina Faso, mais ce n'est pas le cas en Guinée. Aujourd'hui, objectivement, qu'est-ce qui bloque qu'on organise des élections si tant est que la junte veut partir du pouvoir? Il n'y a aucune raison. La constitution de la Guinée n'a aucun problème. Il n'y a pas d'autres problèmes structurels comme la partition du pays. Il n'y a pas de djihadistes. Jusque-là, c'est le pays qui est épargné. Donc, qu'est-ce qui oblige, qu'est-ce qui coince pour que la Guinée ne puisse pas organiser des élections? La réponse est simple. C'est que la junte veut se donner du pouvoir. Mais moi, je peux comprendre la junte parce qu'on ne peut pas avoir pris le risque du 5 septembre et venir remettre le pouvoir tout d'égo comme ça. Donc, je pense qu'ils sont dans leur logique. En revanche, pour ce qui concerne le Burkina Faso et le Mali, il y a clairement, ces juntes-là instrumentalisent les questions djihadistes pour se maintenir. Parce qu'au Mali, il y a un précédent. Quand Ibrahim Boubacar Keïta venait au pouvoir, les élections ont été organisées dans les mêmes circonstances. C'est vrai, on peut reprocher, on peut se demander si les choses se sont passées telles que prévues, mais je pense qu'il faut quand même des élections dans ces pays-là pour pouvoir installer des pouvoirs légitimes afin de venir à bout de ces djihadistes. Parce que si on ne le fait pas, je crains que la junte malienne instrumentalise cette même question djihadiste et ne pas combattre en réalité, maintenir le statu quo et puis rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et j'ai bien l'impression que c'est la stratégie utilisée par les autorités de Bamako. Je vais demander donc à Félix, quel est votre avis, sachant que Assimi Goïta aurait donc des pouvoirs renforcés, après Blaise, je vous demanderai la même chose, il aurait des pouvoirs renforcés après donc, ce référendum et il a aujourd'hui presque la même mise en réalité sur un certain nombre d'éléments, surtout sur la Constitution. Est-ce qu'on devra dire qu'Assimi Goïta a renforcé ses pouvoirs? Je dirais qu'Assimi Goïta, la Constitution a renforcé le pouvoir du président du Mali. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est lui qui est là, mais ce sera également valable pour les présidents qui seront élus. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Mali a osé faire un référendum constitutionnel, le Mali n'a pas de raison de ne pas pouvoir organiser des élections en 2024. Parce que s'ils ont pu organiser des élections référendaires, cela veut dire que dans les mêmes dispositions, ils peuvent passer le pouvoir à des civils en 2024. Ils devraient pouvoir respecter ces échéances. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore dit le contraire par rapport au respect des échéances qui se sont données, qu'ils ont proposées à la CEDEAO. Souvenons-nous que la 63e réunion de la CEDEAO en Guinée-Bissau a levé les sanctions contre le Mali. Tout ça pour les amener éventuellement à respecter ces échéances. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, également aussi, ils n'ont pas encore renoncé, ils se sont donnés également qu'en 2024. Par contre, en Guinée, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, Doumbouya décide de faire une transition jusqu'à 3 ans. Il a fallu qu'il y ait cette médiation menée par Boni Yahi et autres pour qu'ils finissent par à rétropédaler pour se donner encore moins de 3 ans. 2025. Et donc, on attend également en 2025 qu'il passe effectivement le pouvoir. Et je suis d'accord avec Bakayoko, je ne comprends pas. Un monsieur vient, il fait un coup d'État par rapport à quelqu'un qui est en train de faire un 3e mandat. Il parle de revoir la Constitution pour que les gens puissent aller aux élections. Il n'a pas de problème de djihadistes dans son pays. Je crois que la Guinée devait pouvoir facilement passer la main à des civils le plus rapidement possible. Et le Mali, si le Mali également a pu faire cette constitution, je crois qu'elle aussi également, lui aussi également devrait pouvoir suivre. Donc en temps normal, il n'y a pas de raison que ces pouvoirs-là ne passent pas la main à des civils dans les mois en tout cas à venir. Moi j'attends de voir. Et s'il veut s'éterniser là, je crois que la CEDEAO aura le temps d'appréhender, d'apprécier. Et le nouveau président de la CEDEAO, c'est quelqu'un qui apparemment veut passer effectivement de la parole aux actes et va apprécier. Et puis on verra. Et ce n'est pas pour... C'est pas à tort qu'un président en exercice devienne le principal médiateur maintenant. Parce qu'il a même maintenant de pouvoir transmettre certains messages, contrairement à des ex-présidents qui y vont avec un peu plus de manière de mollesse et d'indolence et tout. Cela dit en passant, aucun de ces médiateurs n'a été insulté. Vous pensez que les médiations il y a eu de la mollesse dans les médiations? Il y a eu de la... Vous parlez de mollesse et d'indolence. Ils y sont allés quand même avec la manière. Ce sont des anciens chefs d'État, contrairement à un chef d'État en exercice
qui a la possibilité de pouvoir même à un moment donné hausser le ton parce qu'il est encore au pouvoir. Les autres, ils sont allés quand même avec une certaine mollesse. Mais je le dis encore, aucun d'entre eux n'a été insulté. J'ai les communiqués de toutes les rencontres que les 3 médiateurs ont eues dans les 3 pays. Nullement il y a eu de l'injure et les choses se sont passées de façon très cordiale et ils ont rendu compte à la CEDEAO. Par contre, ça continuait toujours de coincer. Mais Félix, il y a un bémol, hein, puisque le Premier ministre qu'il aime, le Premier ministre burkinabé qu'il aime, a dit que le Burkina ne recevra d'autres de personne et que la priorité du Burkina, c'est la reconquête de son intégrité. Mais n'est-ce pas son avis? Donc, n'est-ce pas son avis? N'est-ce pas son avis? Oui, mais ça veut dire... En ces termes? Oui, pendant que la CEDEAO fait injonction au Burkina d'organiser des élections dans des meilleurs délais, quand le Premier ministre, au même moment, affirme que le Burkina n'a d'injonction à recevoir de personnes et que le calendrier burkinabé reste le calendrier burkinabé, par ailleurs, que les élections ne sont pas la priorité, que la priorité, c'est l'intégrité territoriale, je pense que ça, ce n'est pas une des paroles d'amitié. Sur la question. S'il vous plaît, je voudrais entendre Bledson, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu étonné Allez-y. des remarques de Félix. Parce que c'est son avis, hein? Vraiment, c'est son avis. C'est vrai que personne n'était là lors des négociations, mais quand vous voyez Assimi Goïta et son équipe aller à l'ONU, insulter tout le monde, faire des conférences de presse pour insulter tout le monde, quelqu'un qui... Quels sont les mots qui ont été tenus, ou les propos qui ont été tenus en termes d'insultes? Bon... s'il vous plaît. Non, mais allez-y, Bledson. Le secrétaire général de l'ONU, qui est quand même l'instance dans laquelle toutes les nations, a été traité de menteur à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, quand quelqu'un devient injurieux sur la place publique, il va de soi que si tu lui poses le même problème en aparté, il te donne la même réponse. D'accord. Donc, je suis étonné. Vraiment, ça m'étonnerait que le même Assimi Goïta, je vais parler de son équipe, accueille les médiateurs avec les honneurs. L'un des médiateurs, ancien président du Niger, le président du Niger, lui-même a été traité d'étranger dans son pays, sur la place publique. Alors, si on traite le président à un exercice de tous les noms, c'est pas l'ancien président va accueillir avec, comment on appelle ça, avec tous les honneurs. Ce qui me laisse présager que les discussions ont été très houleuses. Et c'est ce qui, à mon avis, ce qu'il faut comprendre la décision de la CEDEAO de mettre quelqu'un d'autre devant. Parce que ce sont des anciens présidents, ils n'ont pas été démis de leur fonction et on ne cherche pas non plus à les liquider ou à les salir sur la place publique. Probablement, à mon avis, c'est des gens qui sont exaspérés. Et on dit, bon, monsieur Talon, vous êtes nouveau dans l'affaire, bon, allez-y les voir. Peut-être que vous avez beaucoup plus de chance. Nous allons suivre de toutes les meilleures ces médiations. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur? Oui, je voulais dire qu'il y a une nouvelle donne qui rentre en ligne de compte. Parce qu'au-delà de la désignation de M. Talon pour continuer les négociations, il y a que le nouveau président nigérian demande à ce qu'on réveille le COMOG. Le COMOG sera réveillé également, cette fois-ci, pour des questions sécuritaires par rapport au terrorisme qui est en train de gangréner l'Afrique de l'Ouest. C'est pour dire que la décision d'envoyer M. Talon n'est pas la seule décision prise par le ministre Sommet. Il y a aussi qu'aujourd'hui, au Mali, la situation est encore plus grave, dans la mesure où, hier, il y avait la MINUSMA, c'était ça? Et voilà, donc il n'y a plus de forces étrangères, entre guillemets, pour essayer de barrer, faire barrage à tout elles ont 6 mois. Voilà, de partir. Quand elles partiront, ces forces-là, qu'est-ce qu'il y aura? Mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest, peut-être qui serait plus ou moins en danger. Donc le COMOG reviendra pour ça, pas pour ce qui s'est passé dans les années 90. Alors justement concernant cette force donc de la CEDEAO, réveiller les COMOG, il a été clairement demandé aux États de mettre la main à la poche pour financer cette force. Félix, comment cela peut-il se passer? Ce n'est pas un appel à l'étranger, aux partenaires pour aider la mise sur pied ou le financement de cette force, mais les États de la CEDEAO doivent financer, contribuer en tout cas à la mise sur pied de cette force. Qui mieux que nous-mêmes pour financer notre force, pour pouvoir, lorsqu'on parle de souveraineté, il nous appartient à nous-mêmes de mettre la main dans nos poches pour pouvoir mettre en place nos forces, pour pouvoir combattre de nous-mêmes. Mais ce n'est pas un fait nouveau, et que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la CEDEAO, la mise en place d'une armée cinétique, d'une force cinétique, n'a jamais été un problème nouveau. Mais dans les faits, ça n'a jamais été le cas. À l'Union africaine,
depuis belle lurette, il est question de mettre en place, même l'Algérie avait annoncé qu'elle enverrait tous les armements nécessaires pour soutenir la force d'intervention de l'Union africaine. Jusqu'à présent, n'est pas une réalité. C'est pareil pour la question. Les Comores avaient existé auparavant. Aujourd'hui, il est question de remettre en place cette force cinétique. Oui. Vous allez voir le temps que ça va durer. Bola Tinubu va finir son mandat et cette force, d'ailleurs, qui n'a pas été annoncée par Bola Tinubu, c'est par le président sortant de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, qui, après avoir échappé à un coup d'État, a annoncé la mise en place d'une force anti-coup d'État. Non, mais ça a été annoncé durant le sommet, il y a quand même des discussions entre les différents pays de la CEDEAO. Je pense, pour qu'il l'annonce, c'est qu'il y a quand même... Il a annoncé, Sissoko Embalo l'a annoncé depuis un début de mandat, il a fini son mandat, le dossier n'a pas avancé, Bola Tinubu est venu reprendre le dossier en main. On va voir d'ici 12 mois, puisqu'il a 12 mois de mandat, qu'est-ce que cela va donner. Il a annoncé, c'est officiellement annoncé. Je reste gêné que Félix fasse du communiqué de la CEDEAO une affaire personnelle, notamment au niveau du président. Est-ce que j'ai fait une affaire personnelle? Non, tu dis qu'il a échappé à un coup d'État, donc c'est lui qui est venu annoncer qu'il va exister une force anti-coup d'État et que Bola Tinubu n'a pas nécessairement entériné cette décision. Je crois avoir bien compris ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que je ne crois pas que Sissoko ait endossé lui seul un communiqué d'une telle envergure, parce que ce n'était même pas les seules décisions qui ont été prises. Il y a le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos, il y a l'ECO, la monnaie unique, mais c'est parce que nous sommes focalisés sur les questions d'ordre politique que nous pensons que ce n'est que de ça qu'ils ont parlé. Donc, il faut croire que ce communiqué était le communiqué de la CEDEAO. Maintenant, Eliane, vous parlez de la force du financement. Oui. Moi, je ne crois pas à une force économique pérenne. Peut-être, s'il y a l'opportunité, ça dit que ce serait peut-être une force en attente qui va agir de façon ponctuelle. Sinon, je ne pense pas que la CEDEAO ait aujourd'hui suffisamment les moyens pour asseoir une force pérenne dans le modèle de la MONUSCO ou bien des forces onusiennes qui sont en permanence stationnées dans les États. Mais je pense qu'une force qui va agir par à coup dans les questions ponctuelles, c'est-à-dire s'il y a du désordre en Centrafrique, bon, disons en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, ces forces-là pourraient venir rétablir l'ordre. Bon, comment sa faisabilité, on peut réfléchir, mais ça, c'est pourquoi l'avoir annoncé. Parce que les forces qui ont déjà existé étaient financées en grande partie par la communauté internationale, notamment les bailleurs de fonds, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Aujourd'hui, ces forces-là, ces pays-là, je ne vois pas comment eux qui ont été chassés, notamment du Mali, puissent aujourd'hui prendre l'impôt, l'argent du contribuable français ou du contribuable belge pour venir financer une guerre pour laquelle ils ont été renvoyés. Donc, je ne pense pas à un financement pérenne, mais je pense à une force ponctuelle qui pourra effectivement venir éjecter ceux qui ont un projet de coup d'État, comme ça s'est passé en Guinée-Bissau. Docteur, je voudrais vous entendre parce que juste préciser que la demande de la CEDEAO, le financement doit venir des membres de la CEDEAO et non des partenaires internationaux, donc de l'extérieur, hors de la CEDEAO. Docteur, votre avis là-dessus? Comment on finance? Comment on fait? Oui, forcément, les partenaires internationaux vont intervenir. C'est comme on appelle un secret de polichinelle, de dire que dans tout ce que nous faisons au niveau international, il n'y a pas la main de l'extérieur. Voilà. Mais à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Bon, c'est peut-être qu'ils vont le déterminer. Je crois que si on le prend en termes de pourcentage, que les pays de la CEDEAO sont capables d'avancer jusqu'à 80% de la possibilité de mettre le COMOG en place, à partir de ce moment-là, les 20% viendront d'ailleurs. Voilà. On ne sera pas le seul forcément à financer cette force-là, parce qu'il y a le partenariat international qui rentre en ligne de compte. Et ça, ce n'est pas nouveau. Donc je pense que, où je rejoins Bakayoko, c'est qu'effectivement, et même Boni, la force ne peut pas être pérenne. Ça, il faut le dire. Il faut que ce soit une force qui soit là pour pouvoir intervenir par à coup, une force vraiment en stationnement, comme l'OTAN. L'OTAN n'a pas comme on appelle, de militaires OTAN. Pratiquement, ce sont les armées de tous les pays qui composent l'OTAN. Lorsque le besoin se fait sentir, on les mobilise pour pouvoir représenter l'OTAN. Bledson, vous vouliez faire un commentaire sur cette question? Oui, je crois que quand on parle de cette force-là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est moins le coup d'État. C'est vrai que les États, la CEDEAO n'en veut plus, mais c'est beaucoup plus la menace djihadiste. On n'arrive plus à maîtriser des pays comme le Burkina, des pays comme le Mali. On est en discussion avec eux pour qu'ils fassent des élections et ils laissent des civils.
Bon, pourquoi la CEDEAO s'intéresse à cela? C'est parce que lorsqu'un pays est dirigé par une junte, ce pays-là n'a pas accès à un certain nombre de financements. Or, tu ne peux pas mener la lutte contre le djihadisme sans des investissements économiques. Donc, on se dit, bon, écoute, il faut qu'on trouve une idée de nous défendre sans le Mali, sans le Burkina. C'est-à-dire que si toutes les forces qui sont au Mali, on les chasse, alors que les djihadistes avancent, on ne sait jamais. Il faut mieux prévenir que de guérir. Donc, le Bénin est extrêmement menacé, le Togo est menacé, la Côte d'Ivoire également. Le Nigeria a son Boko Haram interne qui veut faire une liaison avec les groupes islamistes à partir du Niger. Mais tous ces pays-là sont menacés. Et donc, l'idée, c'est de trouver une force qui peut en même temps quitter un pays et aller dans un autre. Parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ce genre de force, les forces ivoiriennes ne peuvent pas rentrer au Burkina, ne peuvent même pas rentrer au nord du Burkina. Et les djihadistes jouent, en tout cas entre le Mali et le Burkina, j'en sais quelque chose, je connais bien cette zone. Quand tu les chauffes au Burkina, ils s'en vont au Mali et vice-versa. Oui. Voilà. Alors, je voudrais vous entendre sur une phrase qui a été prononcée par ministre d'État au Burkina Faso. Une délégation de l'Union européenne a séjourné il y a quelques jours donc, à Ouagadougou. Je vais y arriver. Alors, il dit ceci. Un partenariat, c'est aider l'autre à s'en sortir et à ne plus tendre la main. Un partenariat, ce n'est pas transformer l'autre en un éternel assisté. Commentaire, docteur. Oh, ben moi je lui dis que ce sont des discours déjà entendus. C'est pas nouveau ça. C'est répété. C'est répété. Ce sont des discours vraiment qui sont vraiment... C'est de la lassitude finalement. On n'a pas grand-chose à dire. On sort comme ça, comme des lieux communs. Ces genres de discours-là qui entrent dans le moule du populisme africain qui consiste à remettre en cause l'Occident, ce que l'Occident fait, sans nous-mêmes nous regarder ce que nous sommes appelés à faire. L'exemple que moi j'aime toujours prendre, c'est l'exemple de la Sierra Leone. Lorsqu'il s'agit de couper les bras en manche longue, en manche courte, il n'y avait aucun blanc. Voilà, je le dis de façon raciale, il n'y en avait pas. Donc que les pays africains aient le courage de se regarder eux-mêmes et de comprendre qu'il y a des problèmes internes que nous devons régler. Et ensuite, on ne peut pas vivre en vase clos. Tout ce que les gens sont en train de dire, oui, c'est vrai, quelquefois, il y a eu de la condescendance de la part des partenaires internationaux. Ça, on peut les décrier. Mais avec le temps, ce sont des choses qui vont se tasser. Mais pour l'heure, ces gens de discours entrent toujours dans ces discours-là d'opposition, je vais dire, qui, en fait, n'aboutissent pas à grand-chose. C'était devant une délégation de l'Union européenne qui était donc en visite au Burkina Faso. Vous avez un commentaire là-dessus? Mon commentaire, c'est que j'espère que ceux qui ont tenu ce discours le pensent réellement, parce qu'il ne s'agit pas de le dire devant des caméras, de faire autre chose. Un partenariat, c'est vrai, c'est aider l'autre à s'en sortir, non aliéner l'autre. Et ils tiennent ce discours, mais derrière, c'est plutôt l'aliénation. Il ne faudrait pas rester seulement aux paroles, il faut montrer cela dans les actes. Nassine? Moi, je suis dérangé quand j'entends ce genre de discours, mais je pense que quand le ministre burkinabé le dit, il ne parle même pas à l'Union européenne. Il est dans une logique de conservation du pouvoir, parce qu'il sait que c'est ce discours-là qui est entendu à Ouagadougou. Donc, il parle aux populations de Ouagadougou toujours dans la logique de se victimiser et de faire croire que nous sommes des souverainistes, nous sommes venus tenir tête. Je vais vous dire, tout à l'heure, on parlait du financement de ces armées. Mais aujourd'hui, le budget du Burkina cette année, c'est autour de 2500 milliards. Le Mali, c'est 2700 milliards. Et le Niger, à peu près 2500 milliards. La Guinée-Bissau, 246 milliards. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le déficit budgétaire sur ces plans-là, sur ces pays concernés là même, est abyssal. Le Mali, c'est près de 800 milliards de déficit budgétaire. Où est-ce que le Mali va avoir cet argent pour financer même la force qui le concerne lui-même? Et je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Après l'épisode de nos 46 soldats, c'est vrai que c'est une question de sécurité intérieure, la protection du Mali. Le Mali est aujourd'hui une sorte de digue ou le Burkina pour lutter, pour pouvoir se protéger nous-mêmes. Mais je ne pense pas que la priorité aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est de prendre l'argent du contribuable et aller financer des guerres au Mali et après faire arrêter nos soldats. Et idem pour le Burkina, même si la Côte d'Ivoire fait des efforts colossaux pour pouvoir aider le Burkina, en réalité c'est de lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, les priorités, aussi bien au Bénin, qui a aussi un déficit budgétaire, puisque son budget tourne autour de 2500 milliards également, qui a aussi un déficit budgétaire, je ne pense pas qu'il veuille encore aller creuser ce déficit-là en trouvant de l'argent pour financer cette force. La CEDEAO n'a pas les moyens de financer aujourd'hui une force de cette nature, une force pérenne.
Donc, Bledson, au regard de tout ce qui se dit, quel est votre avis, justement? Non, pour moi, il y a pas... Pessimiste? Non, la CEDEAO a les moyens de financer une telle force. Vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que la CEDEAO... Chacun de ces pays a une armée. Les priorités sont ailleurs. La CEDEAO n'a pas les moyens de financer Voilà, une je telle peux force. comprendre que tu définisses que les priorités sont ailleurs, mais on ne peut pas dire que dans ces pays-là, mis ensemble, ils n'ont pas les moyens de financer une force. Puisqu'ils ont déjà les militaires. Chaque armée a ses hommes, chaque armée a son matériel. L'idée, c'est de mettre quelques matériels ensemble pour aller mener un combat contre les djihadistes. Donc, il n'y a pas vraiment, à mon avis, ce n'est pas une affaire de G5 Sahel, parce que je suis... Il n'existe plus le G5 Sahel. Oui, juste ça, parce que chaque fois qu'on leur a demandé, bon, vous avez besoin de quoi, ils vous font un budget incroyable. Là, donc la moitié du budget s'en va dans les séminaires. Moi, j'ai participé à 2 séminaires du G5. Vous êtes responsable, co-responsable. Ah oui. Donc ça, quand tu leur dis, vous avez besoin de quoi, la moitié du budget, c'est dans comment on appelle ça, dans les séminaires, et ensuite dans les émoluments des soldats qui vont diriger cette armée-là. À un moment donné, on ne s'en sort pas. Donc concrètement. Donc, voilà, si vraiment la CEDEAO veut concrètement qu'il s'adresse au chef d'état-major et que les militaires se mettent, ça peut aller très vite. Maintenant, pour revenir sur le discours propagandiste lié au... J'ai lu une phrase, oui, commentez-la. Souveraineté qui empoisonne un peu, qui empoisonne encore d'ailleurs un peu l'atmosphère qui fait le gros problème aujourd'hui du Mali et du Burkina. C'est qu'il suffit de sortir ce genre de phrases pour avoir une foule derrière soi. Mais ça ne va pas quelque part, on n'est pas souverain parce qu'on a crié sur tous les toits qu'on est souverain. Chacun de nous a une maison, pas parce qu'on a crié à l'autre qu'on est adulte, parce qu'on a eu les moyens d'avoir la maison. Tant que c'est l'extérieur qui te nourrit, tant que tu ne peux pas parler de souveraineté si le riz que tu manges vient de Chine et que le bateau qui le transporte, c'est un bateau français, que le carburant qui est dedans, c'est du carburant saoudien. Mais attends, toi, tu es dans quelle science? Moi, j'ai juste une question, après on va passer au troisième sujet. Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, les discours de souveraineté. Mais à qui ils s'adressent? Juste un mot en réponse. Il y a un public qui est demandeur. Oui. Voilà, donc il y a une population qui veut entendre un nouveau discours. Et je crois que dans l'ambiance actuelle, depuis les années 2010, il y a une certaine jeunesse africaine qui a besoin d'entendre cela parce qu'on pense qu'il faut une rupture totale. Donc il y a des gens qui ont pu construire des discours allant dans ce sens. Oui. Cette rhétorique-là, elle marche très bien. Et jusqu'à présent, les ressources sont toujours trouvées pour rebondir encore là-dessus. Et je crois que les jeunes militaires, en tout cas, ont des propagandistes de choix, sans compter tous ceux qui se disent cyberactivistes, également qui participent à vilipender, à diffuser tout ça. Lancini, à qui s'adresse rapidement? Je suis ulcéré d'attendre les discours souverainistes. À qui s'adresse cette souveraineté Lancini, pour un pays? Oui. À qui s'adresse? Oui, ce discours s'adresse parce qu'il y a une sorte de... Vous savez, il y a une translation, un transfert des incompétences de ces gouvernements-là vers d'autres puissances. Notamment le Mali. Si le Mali n'arrive pas à se nourrir aujourd'hui, le Mali accuse la France. C'est très facile de trouver une sorte de bouc émissarisation de ces pays. Mais qu'est-ce que ça vaut la souveraineté pour un pays dont le tiers, la moitié de sa population se trouve à l'extérieur? Quelle est la souveraineté de ce pays dont quasiment la pitance vient des pays extérieurs? Je pense que c'est une souveraineté de pacotille. Félix, à qui s'adresse ce discours? S'il n'y avait pas eu le discours de l'indépendance, oui, on n'aurait pas eu les indépendances. Les carnets des indépendances, toutes ces œuvres que nos auteurs ont écrites, on n'aurait pas eu l'indépendance. S'il n'y a pas de souveraineté, on ne pourra jamais bâtir une Afrique prospère. Et les États qui aujourd'hui sont en train d'émerger partout, ce sont des États qui ont acquis d'abord leur souveraineté. Quand vous prenez le Japon, prenez les pays de l'Asie actuellement qui sont en train d'émerger, c'est des pays qui ont disposé d'eux-mêmes. Le Mali, le Burkina, dont nous parlons aujourd'hui. Il n'y a pas de souveraineté absolue. Les pays sont interconnectés. Le Japon a eu quelle souveraineté pour se développer? Je vais écouter Bledson. Le Japon a eu quelle souveraineté? De quoi parlons-nous? Mais vous pouvez me laisser parler aussi un jour. Je vous écoute, je ne vous interromps pas. Félix, rapidement. Laissez-moi parler. Je connais mieux l'histoire du Japon. Le Japon s'est enfermé. J'y suis allé au moins 2 fois et j'ai étudié leur histoire. Le Japon s'est enfermé pour se développer avant de s'ouvrir. Quand on parle de souveraineté, ça n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'on va vivre en vase clos. Souveraineté veut dire disposer de ses moyens pour se développer. Félix, je vous ai posé une question très simple. J'écoute la question. La question, et je l'ai posée à tout le monde, à qui s'adressent ces discours? C'était ça ma question. Ces discours s'adressent aux Africains, pour inviter les Africains, pour inviter les Africains à disposer d'eux-mêmes
pour pouvoir disposer de leurs matières premières pour se développer. Et c'est un discours global qui parle de formation, qui parle de travail, qui parle de discipline, qui parle de tout ce qu'il faut pour aller au développement. Il ne s'agit pas de copier servilement les autres et de laisser les autres venir nous exploiter. Merci, servilement Félix. aussi. Merci. Bledson, je vous écoute et nous passons... Pour moi, tous ceux qui prononcent le mot souveraineté, je vais être souverain, ça c'est déjà, il faut les écarter dans la course vers la souveraineté, parce qu'il y a vraiment cette course-là à mener. C'est quoi on fait? C'est un programme. C'est un programme. Souveraineté alimentaire. Donc, je produis ce que je mange ce que je produis. Tant que vous n'avez pas, je prends le cas de la Côte d'Ivoire qui a un programme, le Sénégal aussi d'ailleurs, d'agropole pour pouvoir produire ce que nous mangeons. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal aussi parce que je crois que ces deux programmes-là, qui essaient d'industrialiser toute leur production d'exportation. Le cacao, on vit 50%. Ça, ce sont des efforts de souveraineté. Ça, oui. D'accord. On est d'accord. Les discours. Oui, on est d'accord. Au niveau même individuel, ce n'est pas celui qui sort, qui est sur la rue, qui dit « je suis autonome », et puis après, tu as dormi chez ton voisin. D'accord. C'est ça. Nous irons... Tu vas à l'école, tu travailles, tu fais quelque chose, tu as les moyens, tu prends ta maison. Tu fondes ta famille. On n'a même pas besoin de crier. D'accord, nous partons tout de suite pour Johannesburg. Pourquoi Poutine ne participera pas au prochain sommet des BRICS? Et nous retrouvons Davis Soyo. Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Cette information donnée par la présidence sud-africaine vient mettre fin à plusieurs mois de spéculation. Pressé par l'opposition, cette annonce épargne également le gouvernement sud-africain d'un dilemme qui devenait de plus en plus difficile à résoudre. L'Afrique du Sud, signataire du traité de Rome, était censé arrêter l'homme fort du Kremlin à son arrivée à Johannesburg. Visé par un mandat d'arrêt international émis par la CPI, Vladimir Poutine est poursuivi pour crimes de guerre et de déportation d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine. Le sommet de BRICS regroupe 5 pays, le Brésil, la Chine, l'Inde, la Fédération de Russie et l'Afrique du Sud. Il se tiendra du 22 au 24 août dans la capitale sud-africaine, sans le président russe. Il sera néanmoins représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Vladimir Poutine ne sera donc pas à Johannesburg pour cette réunion. Docteur, très rapidement, est-ce que vous êtes surpris? La CPI, on disait qu'elle ciblait que les chefs d'État africains en exercice ou qui n'étaient pas en exercice. Vladimir Poutine est ciblé. Commentaire du docteur? Non, ciblé, oui, dans la droite ligne de la CPI, il est poursuivi comme... Une grande nation, la Russie. Une grande nation, oui, est poursuivi. Maintenant, où je suis surpris, c'est que Poutine ne vienne pas en Afrique du Sud. Mais ce que je crois aussi, c'est que s'il venait... Est-ce que les Sud-Africains étaient capables de l'arrêter et de le remettre à la CPI? Parce que dans l'histoire de l'Afrique du Sud, il y a le cas de Béchir en 2015, qui est arrivé, qui s'est caché ou pas, ce qui est sûr, il n'a pas été remis. Il n'a pas été remis à la CPI. C'était sous Zuma, ça créait des frictions. L'Afrique du Sud a été traitée de tous les noms. Aujourd'hui, je crois que ce qui est dérangeant pour l'Afrique du Sud, c'est qu'elle fait partie, en tout cas, des nations qui est en contact avec la Russie, qui n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine. Donc, tous ceux-ci participent à regarder comment Ramaphosa, qui est le président actuel, aurait agi si jamais Poutine arrivait. Donc, je ne suis pas surpris. Lansiné, vous êtes surpris rapidement? Oui, moi, je suis surpris, mais ça montre carrément la faillibilité du régime de Moscou. Parce que ce régime s'était gargarisé, mais aujourd'hui, si ses principaux partenaires, parce que Bamba l'a dit, l'Afrique du Sud n'a pas condamné la Russie. Mais je pense que n'a pas condamné la Russie, ça veut dire que c'est un partenaire putatif. Oui. Mais aujourd'hui, la Russie, moi j'ai entendu le vice-président sud-africain Paul Machatile dire qu'ils étaient en train de convaincre Vladimir Poutine pour ne pas qu'il arrive sur leur sol. Il a été convaincu. Maintenant, je pense que cette question est liée à des problématiques de politique intérieure. Parce que, vous savez, l'Alliance démocratique, qui est un parti très montante aujourd'hui au niveau de la politique sud-africaine, avait exigé de la justice qu'elle demande à Ramaphosa qu'est-ce qu'il adviendra de Vladimir Poutine lorsqu'il sera au pays. Or, aujourd'hui, il est très clairement établi que l'ANC est en dessous et en faillite au niveau des sondages. Félix? Je ne suis pas non plus surpris, mais je ne fais pas la même lecture. Un chef d'État qui est en guerre, est-ce qu'il va laisser son pays pour aller faire une réunion sur un autre continent? Deuxième élément, la Russie, le sommet, madame, je n'ai même pas encore parlé 15 secondes.
Qu'est-ce que je La Russie a le sommet Russe-Afrique qui va se tenir bientôt, va recevoir tous ses partenaires africains également là-bas. Donc je crois que la Russie a reçu une autre tribune. Donc je ne pense pas que ce soit forcément parce qu'il y a une crainte quelque part que Vladimir Poutine ne fait pas ce voyage. Bletton, juste un mot, parce qu'on est pris par le temps. Oui, je suis d'avis avec lui. Je ne pense pas non plus que ce soit vraiment la peur d'être arrêté par l'Afrique du Sud, qui a même dit qu'on ne va pas l'arrêter. Parce que pour l'Afrique du Sud, arrêter le Poutine, c'est déclarer la guerre à la Russie. Et la Russie, on sait ce qu'elle est. Raisons internes, oui, Bakayoko a bien fait en Afrique du Sud, mais il y a aussi des raisons internes en Russie. La guerre avec l'Ukraine aujourd'hui a atteint un niveau extrêmement important, c'est-à-dire bientôt c'est l'hiver, et tu as l'impression que dans les deux camps, on veut freiner, les Russes veulent freiner la grande offensive, parce qu'à partir de l'hiver, on commence probablement des négociations. D'accord, très bien. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi. Et puis en interne aussi, il y a eu Wagner, la rébellion de Wagner, qui n'est pas encore très éteinte. Donc je pense que c'est pour ça. Quoi. Merci beaucoup Bletson, merci Félix Boni, merci Lansini Bakayoko, merci docteur. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Merci aux équipes rédactionnelles. Dimanche prochain, vous retrouverez Kolo Koulibaly. Ne quittez pas, restez sur RTI 1 dans quelques instants, le journal de 20h présenté par Marie-Laure Ngoran. Bonsoir.